Bonjour à tous. Julien Char, donc président fondateur de Open Bank, un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale du transaction banking. Et on a trois segments en particulier. Tout ce qui est lié à l'open finance, l'open banking, l'open finance. Tout ce qui est lié aux initiatives du commerce international. Et bien sûr la blockchain et les cryptoactifs. Donc, je vais être le modérateur. Comme vous voulez, on s'installe. Moi, je peux me mettre... Donc, je suis ravi d'intervenir aujourd'hui auprès de Finance Innovation pour ce regard croisé. Crypto-monnaie, nouvel Eldorado, mais quelle réglementation ? Ce que je vous propose, c'est nos invités vont se présenter, qui vont décrire un petit peu ce que vous faites. Je vous en prie. On peut commencer par Thomas. Thomas, tu es à côté de moi. Eh bien, j'y vais. D'autant qu'on va commencer par le néophyte de cette table ronde, parce que les crypto-monnaies, j'y connais strictement rien. Comme ça, je mets tout le monde à l'aise. Par contre, je suis plutôt un spécialiste de la réglementation, puisqu'on est un éditeur de logiciels qui fournissons des solutions plutôt orientées sur la dématérialisation, la digitalisation et l'automatisation, je vais y arriver, des processus réglementaires de KYC, donc Know Your Customer, quelque chose de très bancaire à l'origine, qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc on va vérifier l'identité des personnes avec qui on rentre en relation, vérifier un certain nombre d'éléments sur l'ensemble des documents qui peuvent être apportés jusqu'à la signature électronique d'un éventuel contrat. Voilà, en quelques mots et très rapidement pour tenir la promesse. Très bien. Yvan ? Bien, bonjour à tous. Déjà, je suis ravi de participer à la table ronde de Finance Innovation parce que je pense que c'est un des bons moments où l'écosystème de Paris et de la France peut se réunir et partager des sujets complexes. Comme tu évoquais, on a besoin d'éducation. Moi, c'est un peu mon rôle. Je suis plutôt dans la pédagogie, à la fois la pédagogie avec mes clients, avec mes partenaires et surtout avec le personnel qui a besoin aujourd'hui de monter en compétence sur ces sujets, à la fois pour ne pas en avoir peur et surtout pour bénéficier d'un marché qui est en train de se développer et sur lequel on a vraiment quelque chose à faire tous ensemble. Et je suis ravi effectivement de ne pas opposer les banques aux autres acteurs. Je pense qu'on a plutôt intérêt à travailler ensemble, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc moi, mon rôle, c'est de créer des solutions digitales pour le groupe Société Générale dans un métier spécifique qui est le métier titre. Donc nos clients, ce sont des fonds, des asset managers et des institutionnels qui ont besoin aujourd'hui d'avoir confiance dans la blockchain et de savoir ce qu'on peut y faire. Et mon rôle de pédagogue, je le joue aussi en université, puisque je suis professeur associé à Créteil, où on a créé un master en management des PME avec une option blockchain, risque financier, parce qu'on considère qu'en France, on a besoin de talent. Et c'est très important, effectivement, de former les générations futures à maîtriser ces technologies et les risques qui sont associés. Merci. Eron ? Bonjour, merci de m'avoir invité dans cette table ronde. Je suis CEO et cofondateur de Arquant Capital, société de gestion de portefeuille agréée française, spécialisée dans les actifs numériques. Nous apportons des solutions d'investissement à la clientèle professionnelle, à la fois pour faciliter l'accès à cette classe d'actifs avec des véhicules de placement de gestion collective et la gestion sous mandat pour les clients qui veulent ne pas entrer dans la gestion collective. Et deuxièmement, on les accompagne avec des solutions de gestion active. On gère vraiment la volatilité excessive de cette classe d'actifs qui demande des compétences particulières. Merci. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. La deuxième partie de question, c'était « mais quelle réglementation ?» Je me tourne vers Yvan parce que je sais que toi, tu fais un petit peu de la veille côté Société Générale. Et j'aimerais que tu nous apportes un peu ton regard et ta vision, faire un état des lieux en fait aujourd'hui où on en est sur la réglementation, en passant bien sûr par la loi Pacte, la loi MICA qui est en train d'arriver, et nous éclairer un petit peu aujourd'hui où on en est. Oui, alors effectivement, la réglementation, c'est quelque chose qui est très vivant. Et il ne faut pas toujours voir le régulateur comme le vilain méchant qui veut mettre de la règle absolument sur tout et n'importe comment. Je crois que nos régulateurs, que ce soit l'AMF, que ce soit la Banque de France ou d'autres,
la Banque centrale européenne cherche avant tout à mettre en fait la confiance sur un marché qui est complexe. Et la difficulté, c'est que c'est un marché qui est très ouvert. On sait que la première image qu'on a eue de la blockchain, c'était le Bitcoin, avec effectivement, on ne savait pas qui étaient les émetteurs, on ne savait pas quels étaient les échanges, etc. Donc, il y avait besoin de mettre un cadre de confiance autour de tout ça. Aujourd'hui, les efforts ils ont été faits à plusieurs niveaux. D'une part, les autorités nationales ont essayé chacune de pousser des statuts. Le statut de PSAN en France est essentiel, à la fois pour reconnaître des acteurs et de s'assurer que derrière chaque acteur ou chaque entreprise qui a envie d'investir sur ce marché, et il y en a dans la salle, donc je les félicite de prendre ce risque d'investir sur le marché de la blockchain en général, il est important qu'eux soient effectivement travaillent dans un cadre qui les sécurise pour leur fonctionnement, qui les sécurise vis-à-vis de leurs investisseurs et qui les sécurise vis-à-vis surtout de leurs clients. C'est-à-dire que ce contexte de PSAN, c'est à la fois de la prestation, mais c'est également pour certains d'entre eux du conseil. Et ce conseil, il va pouvoir se faire dans un cadre régulé. Et je félicite de ce point de vue-là les autorités françaises d'avoir été l'une des premières à vraiment bouger dans ce sens-là. On n'est pas les seuls. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, la réglementation, en particulier en Europe, a été très silotée. C'est un peu notre habitude. Chaque pays essaie de défendre son bout de gras. Et on a vu effectivement le Luxembourg arriver en premier parce qu'ils ont besoin de défendre leur place financière. On a la Suisse qui est arrivée. Et puis derrière la Suisse, l'Allemagne s'est dit finalement, pourquoi pas, sachant que les Allemands, effectivement, aiment de l'ordre et de la discipline, comme vous le savez. Donc effectivement, l'objectif, c'était de dire jusqu'où on peut aller. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire et surtout qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et ce qui était important, c'était de fixer des règles, des ratios et surtout de désigner le rôle de chaque acteur. Ça, c'est ce qu'on a mis en place, mais le fait qu'on soit chacun dans notre pays ne règle pas les choses. Et à la Société Générale, en particulier, nous, on est plutôt sur un monde ouvert dans nos architectures, dans nos solutions. On travaille en partenariat avec des tas d'acteurs, que ce soit nos clients et les partenaires techniques avec lesquels on travaille. On a besoin d'ouverture. Donc si on crée un fonds ou si l'un des clients que l'on peut servir a envie de créer un fonds, l'objectif, c'est que ça ne soit pas limité à des clients français qui représentent 2% du marché mondial. Donc l'objectif, c'est plutôt de se dire quel est le standard vers lequel on peut aller. Et nous, on milite beaucoup sur des standards ouverts. Et MiCA, qui a été le premier régime en fait, dans lequel on définit les choses, je crois que ça a été dit dans des tables rondes précédentes, c'est important de définir de quoi on parle. Il y a 4 types d'actifs qui ont été désignés parmi les actifs numériques. C'est important d'avoir ces règles. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle le régime pilote qui est en train d'être testé et défini avec les autorités de chaque pays en Europe pour dire voilà comment on pourrait travailler. Et comment travailler, c'est en fait régler 3 acteurs. L'émetteur, l'investisseur et celui qui sera au milieu, qui peut être à la fois un type d'acteur ou un type de plateforme. Et on n'est pas exclusif par rapport à ça. La grande différence entre la blockchain et ce qu'on avait avant, c'est qu'avant, il y avait un acteur qui était centralisateur. Le fait qu'on soit dans une approche décentralisée, ça change complètement les choses, parce qu'on va mettre en place une relation de confiance entre plusieurs acteurs. Et il y a 2 manières de faire. Au début, il y a eu des blockchains privées, c'est-à-dire que c'était un nombre limité d'acteurs qui se mettaient ensemble d'accord. Et là, on est tous d'accord dans la salle, je pense, pour dire que ce n'est pas un système qui fonctionne bien. L'objectif, c'est qu'on soit vraiment sur des standards ouverts, et c'est là où, effectivement, nous, on s'approche notamment d'un régime qu'on connaît bien, le nominatif administré, qui nous permet de connaître qui est l'émetteur, et quand il y a un investisseur, de savoir effectivement si l'investisseur vient avec des raisons relativement valables de travailler sur un marché, plutôt que de faire n'importe quoi avec de l'argent qui peut appartenir aux uns ou aux autres. Donc là, c'est ce cadre que l'on met en place avec l'ensemble des acteurs européens, ce qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans les fonds, il y a 2 types de fonds principaux. Il y a des actifs qu'on appelle des actifs régulés, qui sont déclarés avec des codes bien particuliers. Et puis il y a des actifs qui correspondent à des marchés qui aujourd'hui ne sont pas du tout régulés. Et en fait, où il y a un minimum de régulation, un minimum de réglementation, et c'est là-dessus où on veut travailler. C'est par exemple sur le marché de l'immobilier, qui est évoqué dans une table ronde précédente, le private equity, où il y a des actifs qui sont non cotés. Le fait qu'ils soient non cotés, en fait, ça limite les standards d'échange, ça complexifie les relations, c'est très difficile d'apporter de la liquidité, et c'est là-dessus où on pense qu'il y a quelque chose à faire. Je suis désolé si j'ai été un peu long, mais ça permet de cadrer peut-être les choses. Et encore une fois, nous, notre volonté, c'est de travailler sur un contexte européen et pas uniquement national. Aaron, tu vas rajouter quelque chose. C'est pour compléter ce que Yvan vient de dire. On est dans un business où en fait la blockchain n'a pas de frontières. Donc j'aimerais compléter aussi les démarches ou les changements complètement de posture, par exemple du gouvernement britannique au début de l'année,
on était surpris d'un changement à 180 degrés où ils veulent faire Londres une plaque tournante sur les activités des cryptoactifs. Aux États-Unis, on a en fait le décret de Biden qui en fait incite tous les instances à avoir en fait avec une vue vraiment globale pour réguler en fait toutes ces activités sur sur les actifs numériques. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui l'année 2021, ça a été en fait une année charnière de l'adoption des actifs numériques par les institutionnels et qui fait en fait maintenant bouger les régulateurs. Donc on sent vraiment en fait un grand mouvement. En fait, le régulateur veut reprendre en fait, le devant. Et c'est plutôt en fait une bonne chose pour sécuriser, comme Yvan l'a dit, en fait, sécuriser et rassurer tout le monde. Très bien. Donc je comprends que cette réglementation est nécessaire aujourd'hui. Dans la question, il y avait est-ce un nouvel Eldorado. Donc on peut dire que pour éviter la ruée vers l'or, peut-être qu'il ne faut pas que ça se transforme en Far West en fait. Hein, on est bien d'accord. Donc c'est nécessaire, ça permet de rassurer en fait tous les différents acteurs de la chaîne. L'idée maintenant, c'est comment la finance traditionnelle coopère. Ce matin, j'ai entendu le mot hybridation en fait dans cette chaîne de valeur, et je pense que c'est peut-être là où c'est intéressant. Peut-être qu'on peut commencer dans la chaîne de valeur du début. Donc je crois que toi, Thomas, tu fais partie du début de la chaîne. Et peut-être, en fait, tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à la crypto sans forcément comprendre un petit peu tous les enjeux dès le début, parce que... moi, c'est encore une fois, hein, je suis la personne qui est venue pour apprendre. Donc, c'est pas avec moi que vous allez apprendre, vous, beaucoup de choses. Désolé pour ça. C'était force était de constater que je suis responsable marketing et je vois l'ensemble des formulaires de contact entrants qui arrivent chez nous. Et j'avais de plus en plus de formulaires de contact entrants de personnes qui travaillent dans la crypto à tout niveau. Des personnes qui créent des crypto-actifs, des personnes qui les revendent, des personnes qui ont un rôle de courtage aussi, et qui venaient vers nous parce qu'il y a comme une sorte, on en parlait un peu, de flou artistique autour de cette régulation. C'est d'ailleurs tous les échanges que j'ai eus ce matin. On a un petit stand au-dessus, c'était assez sympa de discuter avec pas mal d'entre vous. Parce qu'il y a ce côté-là il y a des choses qui se mettent en place, on ne sait pas exactement quoi, mais du coup on se tourne vers ce que les autres acteurs financiers finalement ont pu mettre en place, et c'est là où on a potentiellement une partie de choses à faire ensemble, et aussi un pari du côté des personnes qui sont dans la des crypto-actifs, puisqu'on ne sait pas exactement si ça va prendre cette direction ou pas. Mais toujours est-il qu'ils nous interrogent pour savoir comment on fait pour s'assurer d'être en relation avec la bonne personne. Alors j'avais une discussion notamment qui était de dire mais ça c'est tout l'inverse de ce qu'on voulait avec la blockchain à l'origine. C'était pas le sujet de savoir qui était derrière ou pas. A priori ça pourrait le devenir, encore une fois c'est un pari. En tout cas ça intéresse nos interlocuteurs, et puis de pouvoir correctement onboarder, en tout cas c'est un terme un peu de banquier, mais comment rentrer en relation proprement avec ses clients. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui nous ont fait nous intéresser à cet événement et avoir envie d'y participer et de vous rencontrer pour justement discuter et essayer de mieux comprendre tout ça. Merci Thomas. Aaron, toi, moi je me souviens de l'article qui a été publié la semaine dernière dans l'AGFI, je crois, le 24 mai, où donc tu viens d'obtenir l'agrément. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le process, et puis après nous dire aussi comment toi tu rassures les différents acteurs de la chaîne de valeur? Avec plaisir, oui. En fait, c'est une expérience très enrichissante. Moi, je viens de monde de l'asset management, mais classique. Et en fait, c'est quand on s'est lancé dans cette aventure, il y a plus de 2 ans déjà, on a vu qu'en fait, il manquait
dans l'écosystème des véhicules adoptés pour des clients professionnels et institutionnels qui ont des contraintes réglementaires, des contraintes de risque, des contraintes de conformité. Et on s'est dit, oui, on a quelque chose à faire là-dedans. Donc, comment on va y arriver? Premièrement, en fait, on a réuni les expertises nécessaires. Donc, en fait, expertise en asset management, en gestion quantitative, en blockchain et en capital market. Après, on a commencé par construire notre track record live, audité. Donc, ça a permis de rassurer en fait les investisseurs autour de nous. On a fait en fait des levées de fonds pour renforcer les fonds propres. Après, le choix de l'accompagnement juridique était très très important parce que c'est en fait c'est une expertise très très particulière qui nous a mis en fait dans une situation de discussion ouverte et constructive avec le régulateur. Là-dessus, en fait, l'AMF a été vraiment nous a accompagnés dans ce projet, même si je dirais très très exigeant, mais c'était vraiment un rôle une position d'accompagnement. On a en fait on était obligé d'avoir en fait une stratégie claire de développement pour aussi assurer tous les prestataires dans l'écosystème. Quand on construit une société de gestion, la chaîne de la valeur elle est longue. Il y a beaucoup de métiers qui entrent en jeu. Donc, on a en fait été accepté en projet pilote par un top 3 des dépositaires parisiens. Que en fait personne n'est prêt en fait. L'écosystème n'est pas construit. Et donc avec tous ces éléments-là, on a renforcé l'advisory board pour vraiment avoir pour être entouré des professionnels reconnus dans la sphère financière. Et avec tous ces éléments-là, nous avons pu en fait convaincre en fait le régulateur, travailler en fait notre solution qui est complètement innovante. La structuration qu'on a mis en place elle est complètement innovante. Et puis en fait très important le commissaire aux comptes. C'est en fait ça je peux le dire en fait c'est Pricewaterhouse. Le dossier d'acceptation est allé en fait jusqu'aux États-Unis. Donc voilà, en fait, c'est des étapes assez, je dirais, compliquées, mais très très enrichissantes. Nous, maintenant, en fait, on a un stade où on va lancer les fonds d'investissement dans l'espace quelques jours. Et donc voilà, en fait. C'est un parcours qui nous a pris 9 mois, mais voilà, dont on ressort très, très renforcé et très, très serein pour l'avenir. Et du coup, tu penses que tu rassures les différents acteurs comme ça? C'est la démarche que nous avons suivie. On est à avoir en fait cet agrément et on est la première société de gestion de portefeuille avec un programme spécialisé sur les cryptoactifs avec des fonds qui vont investir directement dans les cryptoactifs. Donc ça c'est en fait une première. Et je pense que oui, en fait, on a réussi à les persuader et rassurer. Alors peut-être qu'on peut demander à Yvan. Yvan, est-ce que tu es rassuré du coup En tout cas, nous, c'est notre rôle de rassurer nos clients et de rassurer le marché sur la capacité de la finance à créer de nouveaux produits, à se diversifier. Donc le vrai sujet, il est là. L'enjeu, c'est de se dire, aujourd'hui, on a de nouvelles classes d'actifs qui apparaissent. Alors certains vont avoir des stratégies plutôt de tests, et de test and learn. Et nous, ça fait en gros 7 ans, 8 ans qu'on est déjà sur la blockchain, qu'on a publié des livres blancs pour essayer de comprendre la technologie et de comprendre les risques. Quand on rencontre nos clients aujourd'hui, on explique effectivement à la fois le parcours du combattant, et Ron en a vécu un, donc on comprend bien ce qu'il a pu vivre, mais c'est surtout de rassurer que chaque étape est sous contrôle.
Je ne veux pas rappeler de mauvais souvenirs, mais la finance, il y a une vingtaine d'années, rappelez-vous, ça s'était plutôt mal terminé. Donc aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, à la fois le régulateur, mais également les investisseurs, sont très très prudents par rapport au type d'investissement qu'ils vont faire dans le futur. Et donc la question, c'est de mettre en place toutes les bouts de la chaîne, que ce soit la partie KYC qui est très importante, effectivement, d'où l'intérêt de travailler avec des startups et des fintechs là-dessus. Et c'est l'objectif de travailler entre une grande banque et des fintechs. À la fois, on peut les accompagner dans leur développement, mais surtout, on peut travailler ensemble pour qu'ils se développent eux-mêmes. Ça, c'est un point clé. Et puis ensuite, c'est de mettre en place tous les maillons de la chaîne. Nous, on a des métiers sur lesquels on pense qu'on est plutôt bon parce qu'on le fait depuis la nuit des temps. Ces métiers, on les adapte aux nouveaux types de produits. C'est-à-dire qu'on a des métiers de valorisation, de tenue de compte, de trustee, donc contrôle dépositaire, etc. Tous ces métiers, on les fait dans le cadre d'une nouvelle technologie. Nos clients nous disent, en gros, la technologie, c'est pas ça qui m'intéresse. Donc je suis désolé pour les technologues qui sont dans la salle, c'est pas de savoir comment on gère le token, etc. qui les intéresse, c'est dire, est-ce que j'ai un service qui me rassure sur ma détention, la détention de mon actif, la capacité à échanger, etc. Et on a pour ça plusieurs expériences. Donc par exemple, avec notre filiale SG Forge, qui est une start-up interne, hein, je rappelle qu'on a des programmes d'innovation avec des innovateurs qui sont issus du personnel, qui se sont dit, tiens, aujourd'hui, on est capable de maîtriser ce genre de technologie. Ils ont été les premiers en Europe à lancer ce genre de fonds. Et aujourd'hui, on a réussi à émettre, par exemple, avec la BEI, la Banque européenne d'investissement, des fonds de 100 millions d'euros, qui sont aujourd'hui cotés sur le marché luxembourgeois. Vous voyez que ce n'est pas non plus la petite opération du coin de table qu'on a fait. Tout ça, ça a été mis en place dans le marché primaire. On s'adresse maintenant au marché secondaire et à la partie transactionnelle. On a, et d'ailleurs ils sont dans la salle, fait un certain nombre d'investissements avec une plateforme qui s'appelle LiquidShare, hein, où il y a pas mal d'acteurs français qui sont dessus. Il y a une autre plateforme sur laquelle on a travaillé avec des asset managers qui s'appelle Isness. Donc tout ça est en train de se structurer. L'objectif, c'est progressivement de gagner dans notre courbe d'expérience, à la fois pour nous, mais surtout pour nos clients, et on a besoin d'expliquer ce qui se passe. Ce qu'on a développé en interne, on veut aussi le partager. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment avide de discussion avec l'ensemble des personnes qui sont dans la salle pour dire comment on peut travailler ensemble, comment on peut vous accompagner dans votre développement, que vous soyez investisseur, que vous soyez émetteur. Et là, c'est vraiment l'enjeu du marché de la blockchain aujourd'hui en France. Ce n'est pas uniquement de dire tiens, j'ai envie de faire joujou dans un troisième monde ou dans un quatrième monde. C'est très bien le métaverse, par exemple, on l'a évoqué, mais si par exemple demain, on doit émettre des NFT et rassurer un client pour dire quand tu achètes un NFT, voilà comment ça fonctionne et voilà quelle garantie on peut te donner, nous, en tant qu'établissement bancaire, je crois qu'on aura tous gagné. Ah oui, c'est très clair. Tu me lances une perche, en fait, en introduisant le sujet sur la collaboration, en fait, entre les acteurs traditionnels, je dirais, et puis les fintechs. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, je commence par toi, Thomas. Comment tu pourrais collaborer avec les différents acteurs, comme Société Générale, par exemple? De plein de façons différentes. Mais non, l'idée, alors on parlait de rassurer, de confiance, on parlait de tous ces mots. Nous, notre job, c'est aussi d'aider les acteurs financiers à avoir confiance en les individus à qui ils rentrent en relation. C'est tout l'objectif du KYC, c'est de connaître son client, enfin c'est un des objectifs du KYC, pardon, c'est de le connaître. Le connaître d'une part pour mieux le servir, très clairement, mais aussi pour s'assurer de ne pas être dans un cadre de, encore une fois, blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Donc là, on est dans un cadre très réglementaire. Le KYC, néanmoins, reste aussi une opportunité business pour les acteurs financiers, puisque mieux vous connaîtrez votre client, mieux vous saurez le conseiller et mieux l'orienter sur les produits que vous pouvez ajouter à votre portefeuille et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu cette façon-là qu'on peut aider l'ASG et bien d'autres sur digitalisons cette partie-là et automatisons-la parce que, alors dans un certain cas, elle est réglementaire, donc de toute façon, vous ne pouvez pas y couper. Néanmoins, il y a tout un autre bénéfice derrière qui est d'offrir une expérience client à ses futurs clients, puisque c'est une chose qu'on peut faire. Tiens, j'ai envie de faire un sondage. Qui a vraiment pris énormément de plaisir au moment où il a ouvert un compte en banque, souscrit à un crédit, une assurance vie, en levant la main, et soit vous ne m'écoutez pas, soit personne n'a pris de plaisir. Voilà, merci. Donc du coup, l'idée, c'est bien ça, c'est de faire vivre une expérience client, allez, j'ose le mot, extraordinaire, de façon à faire en sorte que vous puissiez ouvrir votre compte, souscrire un crédit, souscrire à ce que vous souhaitez, depuis votre canapé, à la maison, à n'importe quelle heure.
tout en respectant la réglementation. Et c'est ça l'enjeu. Et donc, du coup, on rend la chose facile. Il n'y a plus d'aller-retour en agence ou autre. Et surtout, si vous le faites auprès d'un acteur comme la Société Générale, vous avez un conseiller qui va vous conseiller. Il ne sera pas là exclusivement pour vous demander de documents, vérifier que ce soit les bons et à poser les contrôles nécessaires. Il va jouer à plein son rôle de conseiller. Donc, c'est ça l'idée d'une collaboration entre une fintech comme Vialink et un acteur comme la Société Générale. Très clair. Et avec Eron, pour toi, une collaboration avec un acteur traditionnel ? Non, pas de collaboration. En fait, là, je vois, hein, par exemple, dans notre partie gestion sous mandat, où en fait, on doit faire tout le KYC client et c'est lent. C'est en fait vérifier de l'identité, la domiciliation, en fait, les déclarations des revenus. Donc voilà, en fait, il y a toute cette partie-là. Oui, là, je vois vraiment en fait une piste concrète de collaboration. Yvan, tu voulais rajouter, toi, des collaborations ? Nous, on a une ambition. On parlait d'expérience client avec Thomas à l'instant. Je rejoins tout à fait ce qu'il a dit. Notre ambition, c'est de rendre la vie simple pour nos clients. Rendre la vie simple, c'est effectivement des processus qui aujourd'hui sont très compliqués quand on demande des documents, etc. Rendre la vie simple pour vous, c'est quand vous travaillez avec 2 ou 3 banques, c'est d'éviter qu'à chaque fois que vous rencontrez une banque, on vous redemande exactement la même information. Et quand on est dans un modèle décentralisé, c'est ce qu'on peut espérer. On a réussi à le faire sur certaines initiatives, je pense notamment dans le Trade Services, où on a effectivement une reconnaissance. On a travaillé sur des registres communs. Il y a une initiative de place qui s'appelle par exemple Registre Access, qui a été montée avec une start-up qui s'appelle Slib, qui a travaillé pour le compte de l'ensemble des établissements de la place, et on s'échange de l'information, on partage la même information. Grâce à ça, on rend le process le plus en plus simple possible. On a des exemples dans le groupe que vous connaissez certainement, qui est Boursorama, par exemple. Si on a atteint aujourd'hui 4 millions de clients, c'est qu'on a rendu l'onboarding simple, qu'on a rendu l'accès à des produits financiers de manière la plus transparente possible. Maintenant, on est dans un monde régulé, comme le désirait Eron, donc on ne le fait pas n'importe comment. Notre objectif, c'est effectivement de garder ce cadre tout en essayant de simplifier les choses. C'est ça l'enjeu du digital aujourd'hui. Et quand l'entreprise a compris ça en interne, elle peut le partager avec l'ensemble de l'écosystème. On évoquait tout à l'heure le régulateur, les clients, les partenaires, et tous ensemble, je pense qu'on peut faire du bon boulot. Il y a encore beaucoup de travail, nos marges de progrès sont immenses là-dessus. Je crois qu'on arrive bientôt à la fin de cette réunion. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, une conclusion ? La réglementation, je comprends que c'est nécessaire, utile, on en a besoin. C'est en fait surtout être conscient qu'en France, on a un terroir je dirais oui, en fait, un vrai terroir d'innovation qu'il faut qu'on l'alimente tous et qu'on participe tous dans la création de l'écosystème. Nous, on est en train de mettre en fait de planter des choses. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais on a besoin de tout le monde pour en fait faire en sorte que ça prenne et surtout en fait préserver tout l'emploi que ça crée, parce que c'est des emplois à très haute valeur ajoutée et qui peut partir très très facilement ailleurs. Donc en fait vraiment on a une carte à jouer maintenant et tous ensemble. Donc c'est Oui, une petite phrase que j'ai entendue la semaine dernière à Davos et qui me paraissait intéressante, c'était à propos de la 4e révolution industrielle. C'était Think Big, Start Small, Scale Fast. Et ça, désolé si c'est en anglais, mais en tout cas, je pense que c'est l'objectif, c'est de se dire, effectivement, ayant une vision globale de ce marché qui, à mon avis, a plein de potentiel pour l'ensemble des acteurs. Et moi, j'aurais tendance à dire que la réglementation n'est pas une contrainte, mais il faut la voir comme une opportunité de business. Et pour rejoindre le titre, c'est peut-être de cette façon-là qu'on trouvera l'Eldorado, sans que ce soit un véritable Far West. Merci beaucoup. Merci à tous.